Alors, comment s'y prendre? Je le répète, le dirigeant, l'équipe dirigeante doit impulser, c'est son rôle. Mais elle doit savoir s'entourer des acteurs clés de l'entreprise. Et idéalement, à tous les étages de l'entreprise, parce que plus les salariés seront impliqués dans le projet stratégique, plus évidemment ils vont y adhérer. Et le fait d'avoir leur adhésion, déjà, c'est au moins la moitié du chemin de fait et quasiment 50% du succès assuré. Deuxièmement, il faut valider le cadre de référence, je vous l'ai dit, et produire la charte. Il m'est arrivé d'accompagner les entreprises et notamment des coopératives là-dessus. On est parti de là, on a créé la charte et on a fait signer physiquement. Alors évidemment, ça n'a pas de valeur juridique, contractuelle, mais c'est une valeur morale essentielle. Tous les coopérateurs ont signé la charte. À partir de là, ils se sont engagés sur le projet et le projet devient collectif, donc il a toute chance d'aboutir. Troisièmement, il va falloir brièvement établir les diagnostics internes et externes dont on a parlé tout à l'heure. Pour ça, il y a une méthode qui est relativement simple, parce que tout ce que je suis en train de vous exprimer, ça ne prend pas des mois, ça prend quelques jours, si on est bien organisé, si on a un petit peu de méthode. On va commencer par analyser, on le disait, les faiblesses et les forces. Vous voyez, il y a 6 critères à passer au crible, critères techniques, les critères humains, les équipements, les ressources financières, bien entendu, le marketing et l'organisation. En face de chacun de ces critères, on va mesurer la position actuelle de la boîte. On en est où? Sur une échelle, nous on a l'habitude de prendre une échelle de -4 à +4 avec un barycentre à 0. Vous voyez ici sur ce petit schéma, la courbe noire, en fait, va indiquer point par point la situation actuelle de l'entreprise. La courbe grise et les points gris, finalement, tracent la situation qu'on souhaite atteindre, qu'on appelle la situation tendancielle. Et pour un critère donné, par exemple le critère humain ou le critère ressources, l'écart qui va séparer un point noir d'un point gris, eh bien, préfigure la distance, l'effort qu'il y a à consacrer, et donc le temps aussi nécessaire à l'entreprise pour y parvenir. C'est exactement le même cadre méthodo, vous voyez, c'est vachement simple à monter, qu'on va faire pour analyser le côté externe, le côté environnemental, qui sont les menaces et les opportunités. Ce travail, donc, il est très simple à mettre en œuvre, et l'exercice collectif est super intéressant parce qu'il permet d'avoir un petit peu de débat positif au sein de l'entreprise, qui est évidemment une force de progrès essentielle. Ensuite, on va faire le point sur les activités mêmes de l'entreprise en se posant 3 questions. Première question, eh bien, c'est pour qui? Pour qui on travaille? À qui on propose nos produits? En fait, il s'agit d'identifier la typologie des acheteurs directs ou des consommateurs qui vont être directement concernés par notre offre. Ensuite, on va se poser la question du pourquoi. Quelles sont les fonctions de nos produits? Ah, évidemment, sur nos plaquettes, sur nos sites internet, on décrit bien nos produits, on sait à quoi ils servent. Mais peut-être qu'ils peuvent servir aussi à d'autres choses, on n'y a jamais pensé. C'est là qu'il faut faire preuve un petit peu d'imagination parce qu'avec très peu d'investissement, très peu de moyens, on peut, en quelques semaines, quelques mois, pouvoir mettre en avant eh bien, des vertus ou des fonctionnalités nouvelles d'un produit sans le remettre en cause. Et puis comment? Eh bien, quelle technique particulière, quel procédé, quelle technologie décrivent notre outil de production depuis la conception jusqu'à sa commercialisation. Une fois qu'on a identifié ces 3 axes, eh bien, on va simplement placer nos domaines d'activité qu'on a recensés lors de l'analyse. Vous voyez ici, j'ai pris l'exemple avec 2 domaines d'activité qui vont chacun d'eux être évalués à l'aune en fait, de ces 3 axes. Pour qui, pourquoi et comment. Une fois que cet exercice est fait, il faut rester très visuel dans l'exercice stratégique, de façon à ne jamais noyer les gens, qui soient en interne ou en externe, sous des flots de littérature, sous des discours un petit peu fumeux. Non, il faut être précis, clair, cartésien et donc visuel. On va écrire, on va dessiner le portefeuille d'activité de l'entreprise. Voilà. C'est tout simple, c'est un petit tableau très schématique qui va permettre en fait de positionner les différentes activités de l'entreprise. Alors vous voyez, là j'ai pris un exemple d'une entreprise qui a pas mal d'activités, elle en a 5, et elle va les disposer sur cette matrice, qui est une matrice qu'on appelle un portefeuille d'activités, qui comprend 4 cadrans. Si je pars du cadran sud-est, avec le point d'interrogation, c'est le cadran du dilemme.
On verra à quoi il correspond tout à l'heure. Mais globalement, ce sont les activités nouvelles que lance l'entreprise sur un produit nouveau, une technologie nouvelle, des services nouveaux. Ça manque encore de maturité. Le marché est extrêmement attractif. Vous voyez que cette matrice est organisée selon deux axes. Un axe, un abscisse de l'attractivité du marché, et puis un ordonné, un axe, en fait, des atouts de l'entreprise pour pouvoir servir le marché qu'elle adresse. Et cette matrice est composée, en fait, sur ces deux axes, de ce premier cadran de dilemme, avec effectivement des produits un petit peu hésitants. L'attractivité du marché est très forte, mais on n'a pas encore les atouts au sein de l'entreprise pour pouvoir l'adresser directement. Donc, on est en cours, effectivement. On est quasiment à la sortie de la R&D. Le cadran suivant, donc on est au nord-est, c'est le cadran star. Ça y est, là, on a pu capter cette demande attractive du marché. On est monté en compétences et là, on commence à stariser nos produits. On investit beaucoup dessus. Ils ne sont pas encore générateurs d'un cash flow important au début, mais on mise effectivement énormément sur l'avenir de ce produit. Et puis la trajectoire normale d'un produit star, c'est de migrer peu à peu sur le cadran nord-ouest, c'est-à-dire le cadran vache à lait, dans lequel l'attractivité du marché commence à se calmer un petit peu. Mais nous avons effectivement pris des positions sur ce marché. Nos atouts, nos forces et nos compétences sont là. Et à ce moment-là, on est là dans la situation mature du produit, avec effectivement un produit vache à lait qui est générateur d'un cash flow très important et d'investissement, en revanche, qui commence à décroître. Et puis, tôt ou tard, le cycle le veut, eh bien, ce produit vache à lait va effectivement, forcément parce que le marché va devenir de moins en moins attractif, voire parfois disparaître, eh bien, va être tiré sur le cadran sud-ouest, qui est le cadran du poids mort. Et là, il faudra prendre aussi des décisions stratégiques, parfois, que certaines entreprises ont du mal à prendre, mais de devoir abandonner certaines activités, sans quoi, eh bien, ça pourrait être fatal à l'ensemble du navire. Alors, cette matrice, finalement, on peut la représenter plus simplement par un ensemble de 9 cases, vous voyez, toujours en respectant en abscisse les attraits du marché en allant du moins vers le plus, en ordonnée les atouts de l'entreprise pour l'adresser, et nous avons donc des positionnements sur, je dirais, 9 cases représentées par cette matrice. Alors nous avons donc trois attitudes globalement possibles. Une attitude offensive, et vous voyez, c'est plutôt le cadran star, le cadran nord-est dont on parlait, l'attitude que j'ai appelée A ici. Une attitude de prudence sélective, où là on est plutôt sur la diagonale. Donc aussi bien on est en dilemme, hein, on démarre de nouveaux produits, mais nous ne sommes pas encore mûrs pour vraiment adresser le marché. Nous sommes à la croisée et au carrefour à peu près je dirais, de tous les scénarios. Là, on est au centre finalement de la matrice. On ne sait pas trop où aller. Il faut peut-être être prudent, mais faire des choix, surtout ne pas attendre. Et puis, nous sommes aussi, pour cette prudence sélective, toujours vigilants. Nous sommes en vache à lait, confortablement installés. Le cash flow est là. Nous avons de bonnes positions en termes de part de marché. Mais si on n'est pas vigilant, on peut tomber en point mort relativement vite. Donc, je ne vais pas détailler le vent, sinon que lorsque on est en position effectivement d'attrait, d'attractivité du marché en forte baisse, en récession, avec des compétences qui s'amenuisent chez nous, on est quasiment en point mort. Là, il va falloir réfléchir à un repli organisé. Voilà, donc je ne vais pas vous décrire, mais globalement, lorsque l'activité ou les activités sont plutôt en star, eh bien, il faut maintenir cette position à tout prix. Ça veut dire investir, ça veut dire aller chercher du financement pour investir. Mais là, on peut s'appuyer sur des perspectives de croissance importantes, un carnet de commandes costaud. Et là, en principe, le financement est là, sans trop de difficultés. Lorsqu'on est en vache à lait, ben, il s'agit de rentabiliser ses actifs, donc freiner un petit peu les investissements et faire fructifier, au contraire, les investissements actuels en profitant de la position vache à lait et en maximisant donc le cash flow. Et enfin, globalement, lorsqu'on est en poids mort ou en tendance d'aller vers le bas de la matrice, il va falloir effectivement commencer à réfléchir à du retrait sélectif, hein,
pas question de tout plier, mais arrivé à un certain point, se poser la question du désinvestissement. Et ce désinvestissement, ça peut être aussi la cession d'une partie de l'activité à un tiers, hein, sur la filière, ou à un concurrent qui peut être intéressé. Il faut savoir aussi à la fin de cet exercice, c'est un exercice encore une fois collectif, il sera important de savoir positionner son entreprise par rapport à ce que j'appelle le profil stratégique de cette entreprise. Pour l'illustrer, je vous ai mis 4 exemples. L'exemple de la start-up, toujours avec ma matrice, hein. Vous voyez, la start-up, elle est essentiellement dans un positionnement de dilemme, hein, dans le carré sud-est. Donc, elle a plein de produits, elle a plein de techno, nébuleuse, ça phosphore dans tous les sens. Elle est très jeune. Elle pense pouvoir attaquer à peu près tous les marchés possibles et mondiaux. Elle est très prioritaire sur les levées de fonds et le capital risque, mais elle n'a pas trop réfléchi à son modèle économique. Donc c'est une boîte qui reste très fragile, qui a quand même beaucoup d'atouts technologiques, de l'intelligence, des processus agiles, une forte réactivité, une forte dynamique marketing, parce que souvent les startups sont créées par une génération qui est née là-dedans, donc pour laquelle il est naturel d'utiliser tous les outils, et y compris les outils web, hein, du marketing, donc extrêmement agile. Elle présente des risques majeurs, quand même. On en a quelques-unes chez PSP dans notre portefeuille. Risques majeurs de dispersion, hein, on peut suivre et courir après tous les lièvres à la fois. Elles risquent l'étouffement financier, puisqu'elles vont de levée de fonds en levée de fonds. Et la levée de fonds du jour sert souvent à assurer la sortie de la première levée de fonds. Et évidemment, sitôt que les boîtes ont fait une deuxième ou troisième levée de fonds, elles pensent à la levée de fonds suivante dans 1 an ou dans 2 ans, mais sans avoir pour autant réfléchi à un projet stratégique, c'est-à-dire à un modèle économique pérenne. Et on voit dans les startups quelques erreurs stratégiques fréquentes là pour le coup, qui concernent au-delà de la stratégie marketing, des erreurs de stratégie managériale. Autre typologie d'entreprise intéressante, celle-là, c'est ce que j'appelle l'entreprise majeure. Alors c'est une boîte solide, hein, qui a fait ses preuves, qui est ancrée sur son marché depuis quelques années déjà, qui est en très bonne santé financière, bien capitalisée, endettée certes, mais avec un effet de levier raisonnable, et surtout présentant, vous voyez, une majorité de ses activités, de ses DAS, dans le segment Star. Cette boîte donc est majeure parce que tout en ayant effectivement un confort de fonctionnement grâce à ses activités starisées et quelques vaches à lait, elle ne néglige pas son avenir pour autant, puisque vous voyez qu'elle est présente aussi dans les activités innovantes au niveau des dilemmes. Pour ce genre de boîte, les attitudes que nous recommandons et qui sont suivies, c'est de développer et de continuer à investir évidemment sur les stars et faire un choix extrêmement sélectif sur les dilemmes, hein, pour ne pas trop se disperser, et assurer la survie des vaches à lait de façon à générer du cash suffisant pour demain ou après-demain pouvoir se séparer d'activités qui deviendraient poids mort et effectivement pourraient hypothéquer fortement le modèle de la boîte. Autre profil que nous rencontrons, c'est ce que j'appelle l'entreprise vieillie ou vieillissante. Alors, cette boîte, elle est caractérisée par beaucoup de produits en vache à lait, mais qui commencent effectivement à migrer vers le poids mort, et puis aucun dynamisme, en fait, dans le renouveau et dans la remise en cause du modèle économique et de l'offre marché, avec, vous le voyez, un vide stratégique au niveau des produits dilemmes. Donc, cette boîte, typiquement, n'a absolument pas préparé son avenir. Et lorsqu'elle s'en rend compte, c'est parfois trop tard, parce que l'effet d'inertie des vaches à lait migrant vers les poids morts peuvent l'entraîner en un temps relativement rapide vers une situation de compromission économique et malheureusement une issue fatale. Voilà, nous accompagnons aujourd'hui 2 boîtes en redressement judiciaire qui sont
exactement dans ce type-là. Donc là, la bonne solution pour ces boîtes, c'est de reposer très très vite la question stratégique du lendemain, de l'avenir, et souvent ça peut passer par une solution de croissance externe de façon à pouvoir griller vite les étapes d'ILM et passer tout de suite avec une cartographie star, et ça on ne peut le faire rapidement qu'en faisant de la croissance externe. Et puis bon, hélas, on en a quelques-unes aussi. Ce sont les entreprises sinistrées. Vous voyez là, les villes stratégiques occupent quasiment toute la matrice et toutes les activités où l'activité est en point mort absolu, là c'est trop tard. Effectivement, la boîte est en grande difficulté. Elle continue à survivre depuis quelque temps en bouffant ses réserves, mais elle arrive en rupture de trésorerie. Et à ce moment-là, il est très difficile d'assurer sa survie parce que plus aucun partenaire financier ne pourra souscrire effectivement à un tel schéma économique. Et là, malheureusement, on va vers une issue fatale, bien souvent, de dépôt de bilan et de liquidation. Voilà, mais enfin, il faut éviter, évidemment, de se retrouver dans cette configuration en anticipant au maximum sur, ce que pourra être le lendemain. Et le lendemain, aujourd'hui, à travers la crise que nous traversons, le lendemain, c'est pas dans 10 ans, c'est véritablement le mois prochain, les 2 mois qui viennent ou les 6 mois qui viennent. Et surtout, les contraintes, je dirais, financières que les entreprises vont subir, par contre, là, la semaine prochaine, dans 3 semaines, sont des contraintes strictement financières. Mais pour pouvoir les résoudre, il va falloir pouvoir réfléchir avant sur le plan moyen terme pour, encore une fois, convaincre nos partenaires financiers de nous aider à court terme. C'est ça la clé, en fait, et le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui.